Bonjour et bienvenue à l'émission À la Une. Une émission consacrée aujourd'hui au coût de l'obésité. Une étude de Statistique Canada publiée cette semaine démontre que près de 42% des hommes au Canada souffrent d'embonpoint. Chez les femmes, c'est près de 28% et parmi les jeunes de 12 à 17 ans, plus de 20%. Un problème de santé, bien sûr, mais qui peut aussi être lourd de conséquences économiques. Pour en parler, nous avons deux invités. Tout d'abord, Corinne Boyer, qui est directrice pour la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Madame Boyer, bonjour. Bonjour. Et également, Jasmin Guénette, vice-président à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Guénette, bonjour. Bonjour. Je commencerai peut-être avec vous, Madame Boyer, parce que là, on a eu les chiffres de Statistique Canada qui étaient pour l'année 2013. Si on compare avec les années précédentes, est-ce que la situation s'améliore quand même pour les adultes et pour les enfants? En fait, ce qu'on a remarqué dans les courbes, c'est que jusqu'à présent, on était en augmentation toujours croissante d'embonpoint et d'obésité. Dans les dernières années, ça s'est plus stabilisé, mais on n'a pas encore renversé la vapeur. Ça demeure un problème de santé publique. Il y en a encore beaucoup trop de problématiques d'embonpoint et d'obésité au Québec et au Canada. Donc, on doit continuer à s'y intéresser comme problème. On a regardé les proportions pour les hommes, les femmes, les enfants. Est-ce qu'il y a une catégorie qui vous inquiète plus que d'autres? Bien, c'est sûr que les enfants, on s'y intéresse davantage parce que s'ils commencent déjà avec un embonpoint en jeune âge, ils vont le traîner possiblement jusqu'à l'âge adulte. Puis maintenant, on se rend compte avec différentes études que des enfants de 10 ans se retrouvent avec des artères de personnes âgées de 45 ans. Donc, on retrouve des problématiques de santé chez les enfants qu'on ne voyait pas avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à cette clientèle-là. Et plus les jeunes, on va les prendre tôt, puis on va avoir des bonnes habitudes de vie à leur montrer, en fait, à leur donner, plus on va être sûr d'avoir une population adulte en santé et productive. Si on prend l'étude de Statistique Canada, s'il y a un problème d'embonpoint chez les jeunes, c'est pas tant parce qu'il y a un manque d'activité physique, donc ça peut être l'alimentation et tout le reste. En fait, il y a un manque d'activité critique chez les jeunes. Les dernières données démontrent que c'est seulement 7% des jeunes Canadiens qui atteignent le niveau minimum d'activité physique à atteindre par jour. Donc, c'est inquiétant. Nos jeunes sont plus sédentaires. Puis oui, ils mangent aussi moins bien qu'avant. L'industrie a transformé plein de mets pour nous donner un coup de main, là, pour nous aider avec la conciliation travail-famille, mais c'est souvent des produits très riches en sucre, en sel, en gras. Il y a beaucoup de marketing qui se fait aussi pour nous encourager à consommer davantage. Puis je vais vous parler des boissons sucrées aujourd'hui. C'est un produit que nous, on considère comme des bonbons liquides, carrément. C'est de l'eau avec du sucre ajouté et on en consomme énormément au Québec. Le problème d'obésité, on l'a dit, c'est un problème de santé, mais n'empêche qu'il y a des conséquences, soit pour le milieu du travail, soit pour le système de la santé. Est-ce qu'il y a moyen de quantifier l'impact économique ou l'impact de le coût de ce problème-là? C'est difficile à quantifier, mais ma collègue parle des boissons sucrées qui jouent un rôle là, au niveau du taux d'embonpoint, d'obésité. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans au Canada, la consommation de boissons sucrées a diminué de 32%. On voit que les habitudes alimentaires, ça prend du temps, mais on voit que les habitudes alimentaires changent graduellement. Juste aux États-Unis, l'an passé, les gens ont consommé 3% de moins de boissons gazeuses. Et donc, on voit que, parce que c'est vrai que c'est un problème de santé, c'est vrai qu'au bureau, c'est aussi un problème parce que les gens peuvent être moins productifs ou il y a un taux d'absentéisme plus élevé si on a des problèmes de santé reliés à son poids. Mais on voit que les habitudes alimentaires changent graduellement et on voit même les chaînes de restauration rapide, par exemple, offrir des menus dits santé. Après ça, on voit que les gens ont changé un peu leurs habitudes de consommation. Donc, déjà, il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là, je dirais de façon volontaire, pour qu'on arrive à s'alimenter mieux et que les familles soient vraiment au cœur des changements, parce que on parle beaucoup de taxes, on parle d'imposer des réglementations sur notamment les boissons gazeuses, mais vous avez raison, je pense qu'à la base, c'est la meilleure façon d'arriver à des solutions qui sont sur le long terme viables, c'est à la maison, c'est là que ça doit commencer, et à l'école. Mais si on reste juste sur les conséquences, si vous voulez intervenir, il y a pas de problème aussi, mais si on reste sur les conséquences, parce qu'on a souvent l'impression, une personne qui a un problème d'embonpoint ou d'obésité,
l'obésité, c'est un problème qui lui revient, mais encore là, ça a des répercussions. Ça peut être sur le milieu du travail, ça peut être sur le système de la santé. Est-ce qu'il y a un moyen de quantifier ou Nous, la dernière étude qu'on a vue, c'est une étude qui date des années 2000. C'était une étude canadienne. Puis ce qu'il avait évalué au Québec, c'était qu'environ 1,5 milliard de dollars étaient attribuables à l'obésité. Ça peut être contesté parce que notre système au Québec, pour évaluer directement l'implication de l'obésité sur la productivité, c'est quand même difficile. Mais ce qu'on a évalué, c'est qu'environ 800 millions étaient attribuables à la perte de productivité, puis 700 millions, c'était au système de santé. Avec une problématique d'obésité qui augmente constamment dans la population, ça vient avec des maladies chroniques qui y sont associées. On parle de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, d'hypertension, tous des maladies qui, en ce moment, engorgent aussi notre système de santé, qui demandent énormément de soins, énormément de traitements. Je pense que j'ai même pas nommé le diabète, c'est aussi une conséquence importante. Et l'obésité, c'est un facteur de risque, mais l'alimentation et la sédentarité, ces 3 facteurs de risque-là sont les mêmes pour toutes les mêmes maladies. Je voudrais juste revenir sur les boissons sucrées parce que monsieur parlait tantôt des boissons plus gazeuses. La consommation de boissons gazeuses a effectivement diminué à travers la province, mais on a vu aussi sur le marché une panoplie d'autres boissons sucrées. Puis là, je parle des thés glacés, des eaux vitaminées, des boissons énergisantes. Puis ça, c'est en constante croissance sur le marché et ça l'a remplacé, si on veut, la boisson gazeuse traditionnelle. Et maintenant, on a à la portée de la main toutes sortes de boissons et de produits pour chaque individu. Donc, la consommation, je suis pas prête à dire qu'elle a diminué encore. Au contraire, elle a peut-être augmenté. Puis, on n'a pas les chiffres exacts. Mais elle a diminué pour les boissons gazeuses. Par contre, on remarque que les 10 dernières années, elle a diminué. Et même que quand on prend la consommation au sens large de boissons sucrées, il y avait l'Institut de la statistique du Québec qui est sorti un rapport en disant que 10% des jeunes seulement consomment une boisson sucrée par jour. Donc, la très, très grande majorité, donc 90% des élèves qui vont dans nos écoles secondaires ont des habitudes de consommation qu'on pourrait qualifier de non problématiques. Alors, il y a certainement un coût, vous avez raison, quand on a des problèmes de santé, on est moins productif au travail, on doit s'absenter, on utilise les soins de santé. Puis là, il faut se poser la question. Oui, on est d'accord que c'est un enjeu de santé, puis un enjeu économique et que ça cause des soucis sur notre système de santé. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les choses, pour s'assurer qu'il y ait moins de gens avec de l'embonpoint, qu'il y ait moins de gens qui soient obligés de manquer des journées de travail parce qu'ils ont un souci de santé relié à l'obésité et l'embonpoint? Parce que, juste pour faire une parenthèse, si j'ai bien compris vos chiffres, l'impact économique sera encore plus grand sur la productivité que sur le système de santé. Là, vous parliez d'absentéisme. Moi, je veux dire, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est clair que quelqu'un qui a de l'embonpoint ou bien qui souffre même d'obésité va manquer plus de journées de travail. Et je suis certain qu'il y a des chiffres qui existent pour le prouver. Mais il n'y a personne qui peut contester que c'est un souci là, économique et de santé publique. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'avoir un exercice où on établit quelles sont les meilleures mesures pour améliorer la situation, pour faire en sorte que le taux d'obésité ou d'embonpoint baisse et que les gens aient des meilleures habitudes alimentaires. Et encore là, plutôt que de taxer ou de réglementer d'ailleurs une industrie et des consommateurs qui sont lourdement déjà taxés et lourdement réglementés, ben ça devrait partir plutôt à l'école, ça devrait plutôt partir de la famille, notamment à l'école par exemple. Plus d'activité physique. Tantôt, vous avez mentionné seulement 7% des... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On devrait encourager les gens à faire plus d'activité physique à l'école. Permettre aux gens de la communauté d'utiliser les installations sportives d'une école. C'est difficile de louer un gymnase si on veut organiser des activités. Donc, de permettre d'utiliser les installations sportives communautaires pour favoriser justement encore plus d'activité physique et avoir des menus dans les écoles qui offre cette diversité-là, avoir des menus plus santé, habituer les gens dès leur jeune âge à avoir des habitudes alimentaires qui sont saines. Déjà, on le voit dans certaines cafétérias, dans les écoles secondaires, on voit les menus qui changent. Depuis 2007, les écoles ont pris un virage santé. Elles sont obligées d'avoir une politique alimentaire qui doit être respectée, et c'est le cas. Il y a certaines écoles qui sont encore... Bon, on a eu des données qui démontrent que des fois, on a des petits délinquants, mais dans la majorité des écoles, on a une politique saine. D'ailleurs,
je reviens aux boissons sucrées parce que c'est quand même un fléau au niveau de d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires. Mais dans les écoles, ils ont retiré les boissons sucrées. Aussi, il y a des formats de jus, on parle de 125 millilitres qui doit être autorisé. Donc, ça revient à une demi-tasse maximum par jour. Mais ce qu'on retrouve sur le marché comme produit de boissons sucrées, c'est pas des formats si petits. Ou si on va dans un restaurant rapide, le plus petit format, par exemple, chez McDonald's, c'est 400 millilitres. Là, on est presque au double de la portion minimum, maximale qu'il faut avoir pour un enfant par jour. Vous êtes d'accord avec toutes les mesures qu'a proposées M. Guénette. Par contre, pour la taxe sur soit les boissons sucrées ou encore la malbouffe, vous pensez que ça devrait exister ou ça pourrait accélérer le problème, ça pourrait accélérer la solution? Une taxe sur la malbouffe, on s'entend que c'est pas possible. Il faudrait d'abord définir qu'est-ce que de la malbouffe. Tandis qu'une taxe sur les boissons sucrées, ça, c'est plus facile à circonscrire. C'est pas un aliment qui est essentiel à notre alimentation, c'est de l'eau et du sucre, donc un bonbon liquide. On s'entend que ça apporte rien, c'est des calories ajoutées à notre régime alimentaire, ça n'a pas de valeur nutritive et les gens en consomment de façon abondante. On n'a jamais eu de campagne de sensibilisation au Québec qui nous dit que on doit consommer ces boissons-là avec modération. Ça pourrait faire partie des mesures, absolument. Mais à travers ça, il va falloir qu'on mette des mesures de contre-marketing autour, un peu comme on le fait avec le tabac, parce qu'on est sursollicité de marketing et de publicité pour nous faire consommer. On sait combien de boissons gazeuses sont consommées au Québec ou au Canada? Les données au Québec sont difficiles à obtenir, donc l'industrie donne pas tous ces chiffres, donc c'est difficile d'évaluer. Auprès des jeunes, on sait que les 14 à 18 ans, c'est les plus grands consommateurs de boissons sucrées, puis nous, ce qu'on a comme données, c'est que c'est 1 demi-litre par jour qui est consommé chez les adolescents garçons, puis c'est 1/3 de litre pour les filles. Alors, c'est beaucoup. C'est les données de l'Institut de la statistique du Québec, je me demande si c'est pas des données autour des boissons énergisantes que vous rapportez non des boissons sucrées en général. Les boissons énergisantes, selon l'Institut de la statistique du Québec, c'est 1,5% des jeunes à l'école secondaire boivent une boisson énergisante à chaque jour. Donc, 99,5% de tous les jeunes à l'école secondaire consomment des boissons énergisantes de façon tout à fait responsable. Puis quand on vient taxer ces produits-là, dans le fond, on taxe les parents qui sont déjà hyper taxés et l'habitude de consommation du jeune ne va pas nécessairement changer pour celui qui est problématique parce qu'il y a 99% des gens qui consomment de façon, je dirais, responsable, entre guillemets. On taxe déjà l'essence pour redistribuer pour les transports collectifs, on taxe le tabac pour redistribuer dans le système de la santé. Si on rajoutait seulement un point de pourcentage pour l'industrie de la boisson gazeuse, est-ce que ça serait si catastrophique? Est-ce que ça serait... Donc là, il faut voir c'est quoi les objectifs. Si on taxe les boissons sucrées, les boissons gazeuses ou les boissons sucrées, si on taxe ces boissons-là pour que le gouvernement ait plus de revenus, le gouvernement va avoir plus de revenus parce qu'il va taxer plus de produits. Si on taxe ces produits-là parce qu'on veut qu'il y ait un impact sur la santé des gens, alors là, on fait fausse route parce que la portée est négligeable. Pour que la taxe ait un effet, il faut que la taxe soit augmentée de façon considérable. Des professeurs de l'Université du Wisconsin, même des professeurs ici de l'Université Laval, ont fait des études à ce sujet-là. Et pour que la taxe ait une portée, il faut qu'elle soit augmentée de façon considérable. Donc, vous suggérez un 25%, c'est ça? Non, pas du tout. Donc, si on veut vraiment lutter pour efficacement contre l'obésité, la taxation, c'est un coupable facile un peu. On pointe du doigt les grosses compagnies comme Coca-Cola ou Pepsi ou je sais pas quoi, puis on dit c'est à cause de ces compagnies-là que les enfants, les jeunes font de l'embonpoint. La portée de ces taxes-là est très, très négligeable, puis au mieux, il y a un tout petit effet. Au Danemark, il y avait moi, je suis pas d'accord, là, parce que, en fait, l'idée d'avoir une taxe sur ce produit-là, ce sont les produits qui sont les plus faciles et les plus accessibles à acheter présentement sur le marché, là. Une boisson gazeuse, un thé glacé, ça coûte pratiquement rien, puis les adolescents ont un pouvoir d'achat, ils ont de l'argent de poche, ils vont en acheter. C'est pas juste le parent. L'idée d'avoir une taxe comme ça, si vous me permettez, c'est que le problème aussi, c'est qu'on arrive à taxer des produits qui sont bons pour la santé. Je veux dire, on ne voudrait pas avoir une surtaxe de la taxe sur la surtaxe pour du lait au chocolat ou un jus de canneberge. Mais le lait au chocolat est très sucré et trop sucré. Et le jus d'orange, donc c'est des produits qu'on encourage les gens à consommer et qui sont nécessairement bons pour la santé. On ne veut pas empêcher les gens de consommer du jus d'orange. Mais le jus d'orange, on ne peut pas en consommer en quantité non plus énorme. Ça remplace jamais un fruit. Donc, il ne faudrait pas consommer même du jus pur, là, pas
pas plus que 125 millilitres pour un enfant, donc une demi-tasse par jour, c'est le maximum. Mais en ce moment, on surconsomme ce produit-là. Et en France et au Mexique, ils ont fait l'exercice d'une taxe réinvestie dans des fonds spécifiques pour la santé. Au Mexique, c'est pour accès à l'eau potable. Alors, ils ont décidé de financer des fontaines d'eau dans les écoles, par exemple. En France, c'est la même chose s'ils le remettent dans leur système de santé. Au Québec, on pourrait voir le même exercice se faire. Puis, c'est un produit qui est extrêmement consommé. On a déjà... Minimalement, excusez. Non, certain, il y a un point que je veux absolument aborder, c'est parce que vous parlez de mesures, il y a également la publicité. Vous dites que les jeunes ont maintenant de l'argent de poche, sont des consommateurs. Maintenant, est-ce qu'on en fait assez au niveau de la publicité? On a parlé récemment d'un cas à la Ronde où il y avait de la publicité ciblée dans la section jeunesse. On peut nommer une panoplie d'autres cas dans les écoles, mais la publicité qui est interdite au moins de 13 ans, est-ce que ça devrait être renforcé davantage, surtout quand on touche à l'alimentation? En fait, on ne devrait jamais abuser d'un enfant. Là, que ce soit alimentaire ou pour n'importe quel produit, il y a une loi au Québec qui dit qu'on ne devrait pas faire de publicité au moins de 13 ans parce que c'est une clientèle vulnérable et manipulable. Ce qui se passe à la Ronde présentement, c'est un espace de jeu d'eau peinturé de bord en bord. C'est la zone Fanta. Il y a des petits bonhommes qui ont la boisson à la main, qui la boivent. Pour nous, c'est une publicité qui vise directement un public cible en bas de 13 ans. Ce sont des jeux d'eau avec port de couche obligatoire. Donc là, on n'est pas dans du subliminal, là, on est dans de la publicité directe. On a une loi au Québec qui protège nos enfants de ça, elle doit être respectée. C'est pour ça que la coalition a porté plainte. Mais ça fait partie d'une des façons de l'industrie pour essayer de vendre davantage ces produits puis de nous en faire consommer. Ils n'investissent pas des milliards de dollars pensant que ça sert à rien. Puis c'est correct qu'ils investissent dans la publicité, mais d'un autre côté, il faut que nous, on trouve des façons aussi pour venir créer une balance équilibrée. Puis la taxe, c'est la seule mesure jusqu'à présent qui est démontrée efficace. Tout à l'heure, vous dites la taxe, c'est la seule mesure efficace. Tout à l'heure, vous avez dit il faut taxer parce qu'on pourrait prendre cet argent-là puis l'investir dans des soins de santé, tout ça. À la taxe sur le tabac, on dit on va d'abord payer le stade olympique avec ça, puis on va mettre l'argent qu'on récolte des taxes pour payer le stade olympique. Seulement 18% de tout l'argent récolté a été finalement pour le stade olympique. Il n'y a pas de raison de croire que s'il y a une nouvelle taxe sur certains produits alimentaires, encore une fois, le gouvernement qui annoncerait que ce serait pour la santé pourrait continuer dans cette voie-là et réellement mettre l'argent dans les programmes qui a dit qu'il était pour financer avec cette nouvelle taxe-là. Et en plus, c'est une taxe très régressive. Hein? Ce sont encore une fois les gens avec les revenus les moins élevés qui vont être appelés à supporter une partie plus importante du fardeau de cette nouvelle taxe-là. Mais si je ne me trompe pas, pour le stade olympique et le tabac, à la base, on a taxé le tabac délibérément pour dire que c'était pour le stade. À la base, éventuellement, j'imagine, ça a changé. Mais bon, en fait, c'est un dossier. De régressivité, peut-être juste un petit mot. C'est aussi dans ces clientèles-là où on voit le plus grand taux de consommation, le plus de problèmes de santé publique, là, autant de l'obésité que des problématiques de jeu. Donc, il faut faire quelque chose avec ces clientèles-là. Si on peut réinvestir les sous Jasmin Guénette, merci beaucoup. Merci. À la maison, restez des nôtres parce qu'on revient immédiatement après la pause avec un autre sujet.